Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, à votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous continuons notre série sur le compostage et le tri des déchets avec bien entendu face à moi au micro Didier Boulevin. Salut! L'épisode précédent, nous avions commencé à expliquer ce qu'est le vermicompost, de quoi il est composé, quand est-ce qu'il faut en choisir un, qu'est-ce qu'on peut en espérer, comment ça fonctionne un peu. On avait déjà commencé à décrire les étages, les composants des différents étages et les rotations des étages. On était déjà à un temps assez long parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer aux gens. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Parce que dans l'épisode précédent, tu nous disais, il y a un équilibre important à voir pour éviter les odeurs, entre autres, mais pas seulement que pour ça, au niveau de ce compost, vermicompost en intérieur, en plus on le rappelle. J'imagine que pour les aliments, il va falloir faire un peu plus attention que le compost qu'on met dehors. Vrai, pas vrai? Et alors si c'est vrai, on va un peu se pencher sur ce sujet-là en premier. C'était ce qu'on avait annoncé. On espère vous avoir donné le goût de passer au vermicompostage dans le premier épisode sur le sujet. Maintenant, on va aller un peu plus en technique, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas, et on va aussi présenter éventuellement les déséquilibres qui pourraient se produire et comment y résoudre. On l'a dit, c'est un peu plus technique, donc c'est un petit peu plus de boulot, mais on aime bien et le côté ludique, même avec les enfants, c'est top et comme ça, on apprend comment ça se passe. J'ai déjà deviné qu'on peut pas mettre une noix de coco. Alors, tu peux, mais à mon avis, elle va prendre quelques années, avant que les vers puissent 20 ans plus réellement, tard, la noix de voilà, c'est coco est ça. toujours Et puis là. ça va prendre de la place dans ta vermine, donc ça va pas être top. Alors la touche d'humour, c'était pour signaler que déjà une chose qu'on a pu retirer du podcast précédent, entre les lignes dans ce que tu nous as apporté comme contenu, c'est qu'un aliment, tu as pris l'exemple de la peau de banane, qui a une certaine épaisseur ou qui n'est pas une mince comme une feuille de salade, hein, pour reprendre des indications que tu nous as prédonnées, forcément, il va mettre plus de temps et il va devoir y avoir une interaction plus grande. Et ça va m'amener une deuxième question qu'on verra par la suite, c'est quels autres animaux finalement on va trouver, quels autres êtres vivants finalement on va trouver dans ce vermicompost? Parce que tu l'as mentionné aussi, il n'y a pas que les vers, on apporte les vers, mais l'autre acteur, ça va être les bactéries. Et Voilà. les bactéries vont jouer un rôle pour les éléments plus épais. Ouais, tout à fait. Ça me permet aussi de faire la transition. Dans le compost en jardin, on a dit que éventuellement, pour accélérer le processus de compostage, il fallait couper les fruits, les légumes, ou en tout cas les fruits entiers, les ouvrir, donc les couper en deux au minimum. En fait, en vermicompost, on va vraiment, puisque ça va encore plus vite qu'au jardin, on va vraiment les couper. Donc une peau de banane, on va pas la mettre entière, on va vraiment la couper, bon, grossièrement évidemment, hein, avec des ciseaux par exemple. Et évidemment, plus le déchet sera coupé en petits morceaux, au plus le compostage se fera vite. Donc ça, c'est une chose. Donc avant même de trier les aliments, de se poser la question du tri des aliments, c'est de se dire, de toute façon, si je mets un truc dans mon vermicompost, ça doit être en petits morceaux, Voilà, pas les exactement. grosses pièces. Exactement, Donc ouais. la noix de coco quand même, c'est pas, hein, Voilà, c'est faut ça, y aller, c'est marteau-piqueur. exactement. Donc on le disait, en effet, les vers sont l'organisme le plus important dans la vermicompostière, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est celui qu'on voit le plus parce qu'ils ont une taille importante, on va dire. Mais bien sûr, il y a en effet plein de bactéries ou des organismes qu'on voit à l'œil nu, mais qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont tout aussi importants, en fait. Et eux viennent naturellement. Exactement, eux viennent naturellement ou alors ils vont venir aussi en partie dans le compost qu'on a apporté avec les vers. Donc que ça soit parce qu'on a été chercher les vers dans un compost de quartier, que ce soit parce qu'on a acheté les vers, du coup ils viennent dans un sachet avec un peu de compost, ou que ce soit via un autre citoyen, ça viendra toujours avec un peu de compost dans lequel il y a déjà des organismes, les Les bactéries et les autres, micro-organismes. voilà. Mmh. Et en fait, la plupart du temps, de nouveau je suis pas un scientifique mais je résume, plus l'organisme est petit, au plus il va participer «vite» entre guillemets au cycle de décomposition. Donc quand on laisse une peau de banane, voilà, à l'air libre, ce sont d'abord les bactéries qui vont faire qu'elles vont se décomposer et ensuite il y a les organismes un petit peu plus gros qui vont s'y attaquer et ensuite, seulement les vers. Donc en effet, je vais les citer. Donc de toute façon, ce que vous retrouverez dans votre compost, c'est pas uniquement les vers, les Eisenia, donc les vers à compost dont on a parlé, qui sont les vers rouges, pour rappel. On va trouver aussi 2 autres organismes qui sont visibles à l'œil nu et qui sont très importants et je les cite parce que parfois, quand quelqu'un lance, une vermicompostière, il n'a pas toujours saisi qu'il y aurait d'autres choses que les vers et du coup, parfois, on se dit: «Ah, mais il y a plein de trucs qui grouillent, c'est pas normal», mais en fait, si, il Il y a un peut y avoir. problème, il y a un Voilà, problème. c'est ça. Donc il y a notamment des mites, c'est des mites à compost. Elles sont vraiment toutes petites, c'est plus petit qu'une tête d'épingle, mais malgré tout, on les voit, elles sont à peu près rondes et blanches ou jaunes et en fait, elles font partie de la famille des acariens, ce sont des mites à compost. Elles vont travailler. Ce ne sont pas les fameuses mouchettes qui tournent autour des fruits dans les Non, mini-bars, non. Donc qu'on là, ne nettoie pas bien, hein. je vais d'abord parler de ce qui est positif pour le compost et Voilà. après je vais parler des autres, des indésirables, on va dire, même si eux participent, mais c'est pas le sujet ici. Donc les mites à compost qui sont rondes et toutes petites, même plus petites qu'une tête d'épingle et qui se déplacent, donc il y a des petites pattes. Donc souvent les gens se disent: «Ah mais j'ai des œufs, est-ce que c'est les œufs des vers?» Et alors on regarde et non. En général, les mites sont même plus petites que les œufs des vers parce qu'en fait, et on y revient juste après, les œufs des vers sont dans des petits sacs. Donc c'est un sac qui comprend plusieurs centaines d'œufs, donc ils sont assez gros par rapport à la taille du ver. Tu me lances une perche, ça me permet de dire aux auditeurs que nos podcasts sont accessibles via les plateformes podcasting comme Spotify, iTunes, et cetera. Là, c'est que du son.
ou en Lilycast. Et donc, ce qu'on va faire ici dans cet épisode, c'est que je mettrai des photos. Tu Pourquoi tu pas? peux m'envoyer Super, des ouais, photos, comme ça on verra un peu à quoi ressemblent ces micro-organismes et ces très bonne organismes, idée. et pour les vers et pour les mythes et pour les autres choses dont on va parler. Alors, tu Exactement. as vu qu'on a glissé de ce que j'aime bien aussi, c'est que naturellement, tu as glissé de ma question de quel aliment on va finalement mettre ou pas mettre sur les organismes qui seront dedans, parce qu'évidemment, il y a une boucle à faire. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre dedans, c'est aussi ce qui va provoquer l'existence de ces êtres vivants, bons ou négatifs, et la boucle est faite, quoi, en fait. Ouais, exactement. Donc en effet, il y a des aliments à éviter, on revient juste après, mais je voudrais encore citer un autre organisme qui est très important, ce sont les colemboles et les colemboles sont un peu plus grandes que les mites à compost et elles sont blanches, elles sont plus allongées. Donc c'est un peu plus petit qu'une fourmi et blanc, mais ça le corps a à peu près la même forme qu'une fourmi, donc on les reconnaît très vite et elles se déplacent aussi. Donc ça, ce sont les 3 éléments visibles qui sont les plus importants pour le vermicompost, c'est les vers à compost, les vers rouges, les mites à compost et les colemboles et donc vous aurez d'office les 3 si vous faites une vermicompostière. Et ça ne signifie pas qu'il y a un problème, ça c'est tout à fait sain et naturel. Exactement et l'avantage, c'est qu'aucun des 3 n'a envie de sortir du compost parce qu'ils ont peur de la lumière et parce qu'ils sont très bien dans leur milieu et que donc ils ont aucune raison de sortir. Donc de nouveau, même que ça soit dans votre garage, dans votre cave ou dans votre salle de bain ou cuisine, ils ne sortent pas et donc réellement, quand on ouvre le couvercle, on les voit, mais quand c'est fermé, on les voit pas du tout. Il y en a pas qui se baladent autour, ils ont pas envie de sortir, donc ils restent dedans. Alors ça me fait glisser doucement vers une seconde question qui est de se dire: «Tiens, est-ce que l'interaction entre les 3 micro-organismes, ou les animaux que tu viens de citer, est-ce que l'interaction entre les 3 est fragile?» S'il y en a un qui prend le dessus en quantité, bah, il déstabilise l'équilibre avec les autres. Oui, mais il y a un truc qui est formidable en fait, c'est que pour, ces 3 organismes, leur population va vraiment s'adapter, À l'autre. non seulement à l'autre, mais surtout à nous, en fait. Plus on produit de déchets, au plus ils vont bien manger, ils vont être pleins d'énergie, ils vont se reproduire, donc ça c'est top. Et au contraire, si on en met un peu moins, parce qu'on ralentit ou parce que la situation change, leur population va se réduire. Donc il y en a qui vont, entre guillemets, «mourir», d'âge ou bien parce qu'il y a pas assez de déchets, ils vont avoir faim et du coup ils vont mourir. Mais du coup la population va s'adapter. Ce qui est pratique parce que ça veut dire que quand on produit plus de déchets, ils vont se reproduire et donc on ne doit pas aller rechercher des vers ailleurs, ils vont simplement se reproduire. Évidemment, tout ça, c'est pas instantané, hein, il y a un peu d'inertie et quand on produit moins, ben, il faut pas trop s'inquiéter parce que, bon, évidemment, il y en a certains qui vont mourir, mais ils vont s'adapter de façon plus ou moins naturelle et c'est la même chose pour les autres organismes. Donc ça, c'est assez pratique, on les laisse, entre guillemets, réguler leur propre, S'autoréguler. Ouais. voilà. Les 3 sont très importants et même, bien sûr, ceux qu'on voit pas, les bactéries et cetera, parce qu'ils interviennent à des stades de décomposition différents et donc quand on met un déchet frais, dans le vermicompost, ben, on va voir que là, par exemple, les mites et les colemboles se jettent dessus directement, ils aiment bien les déchets frais, alors que les vers sont pas encore capables d'assimiler le déchet frais. Mais par contre, le déchet qui a été déjà, entre guillemets, «prédigéré» ou entre guillemets, qui est dans un stade de décomposition plus N'intéresse plus avancé, les 2 premiers, là mais ça intéresse exactement, les voilà vers. et donc là, les D'accord. vers vont dessus, oui. Alors, tu as parlé des bonnes petites bébêtes. On a fait un petit clin d'œil aussi, il y a des petites mauvaises bébêtes, donc c'est celles qu'on n'a pas envie de voir. Oui, Alors il y mais a les on va mouchettes pas sur dire les qu'elles sont fruits. mauvaises, parce que le mauvais, c'est toujours un peu la Oui, c'est perception humaine. cliché, C'est quoi. comme les Ouais. mauvaises herbes au jardin, bah, elles sont pas mauvaises à l'échelle de la planète. C'est plutôt des indésirables. C'est pas pour ça qu'on doit les tuer ou les exterminer, parce qu'elles participent à l'écosystème. Donc s'il y a des mouches qui viennent dans votre compost, elles vont participer à la décomposition, parce qu'elles vont pondre leurs œufs, elles vont faire des asticots. Mais du coup, les mouches, elles nous embêtent un peu, parce que d'abord, on les aime pas psychologiquement, et puis elles vont se poser partout, donc c'est un peu embêtant. Alors pourquoi est-ce qu'on veut pas avoir les mouches aussi? C'est donc comme je l'ai dit, les mouches vont être attirées par les odeurs, elles viennent pondre dans le compost. Du coup, des œufs, forcément, vont naître des larves, donc des asticots, même si souvent ce sont des mouches beaucoup plus petites. C'est pas les grosses mouches noires dont on parle là, hein. En général, c'est plutôt l'indésirable le plus fréquent, c'est vraiment la mouche à fruits. Donc tu vois, c'est une petite La mouche. petite mouchette toute fine, On a ouais. toujours l'impression qu'elles apparaissent de nulle part quand il y a une pomme qui traîne dans la cuisine, mais elles passent vraiment par des trous minuscules et surtout elles ont un odorat vraiment extrêmement développé. Et elles adorent tout ce qui est sucré, c'est pour ça qu'on dit que c'est des mouches à fruits. Tout ce qui est sucré et tout ce qui est acide. Donc par exemple, les agrumes pour elles, ça c'est vraiment top. Je le disais, elles vont pondre, des œufs vont naître des larves, donc des asticots, et les asticots vont eux-mêmes se transformer en mouches et après se reproduire. Les asticots vont participer au recyclage, en fait, au compostage, donc ça c'est plutôt positif parce que du coup ils vont accélérer, ils vont participer au processus. Mais par contre, une fois qu'ils naissent en mouche et qu'ils se reproduisent et que du coup c'est un peu décuplé, là c'est plus embêtant, quoi. Donc voilà, de nouveau, le mauvais ou le parasite, c'est un point de vue humain, on va dire. On va essayer de les éviter, mais c'est pas pour ça qu'ils sont et qu'il faut voilà, les exterminer. Il y a une autre mouche qui peut apparaître et celle-là donc la première mouche, j'ai dit, elle est assez petite, c'est une mouche à fruits. Elle est à peu près jaune, enfin très claire. Il y en a une autre qui fait à peu près la même taille, mais qui est un petit peu plus allongée et elle est noire. De nouveau, c'est pas une mouche, une grosse mouche noire, voilà. C'est une petite aussi, elle est plus allongée et ça, ce sont vraiment des mouches à terreau et de nouveau, elles interviennent vraiment, elles viennent pondre en fait dans le terreau et non pas dans le déchet qui est en décomposition. Et celles-là sont un peu plus embêtantes pour les chasser, on va dire. Parce que la première, donc la mouche à fruits qui est jaune,
Quand on ouvre le couvercle, la mouche s'envole, elle s'en va. Donc éventuellement, si on sent qu'il y en a un peu trop, on peut déplacer la vermine puisque c'est pas très lourd, on la met sur la terrasse ou à l'extérieur, on ouvre le couvercle et elles s'en vont. Quand on a des mouches comme ça, il faut faire ça plusieurs jours de suite puisque forcément s'il y a des mouches, elles ont déjà pondu et donc on sait que quelques jours plus tard, il y aura des Il y nouvelles a des larves. nouvelles qui vont Donc en arriver. général, quand on en voit plusieurs, on va devoir faire ça plusieurs jours de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc les mouches noires, les mouches à terreau, elles sont un peu plus compliquées à faire partir parce que la plupart du temps, elles volent pas en fait. Donc elles rampent, elles marchent sur le compost, mais elles s'envolent pas. Donc on ouvre le couvercle, on les voit qui se baladent, mais elles se baladent dans les déchets et dans le compost, mais elles vont pas s'envoler aussi facilement que les autres. Et elles ont une particularité, c'est que quand elles se reproduisent, elles se mettent cul à cul, comme ça elles sont collées l'une à l'autre et elles se baladent très souvent à deux d'ailleurs, et donc vous les En reconnaîtrez binôme. surtout, voilà, vous les reconnaîtrez, donc les mouches à fruits qui elles s'envolent quand on ouvre le couvercle, les autres quand vous ouvrez le couvercle, vous les voyez et elles se baladent la plupart du temps à deux et elles sont en train de se reproduire, elles vont très très vite aussi, donc on va essayer de les évacuer. Donc les mouches à fruits, comme je le disais, pour les évacuer, ben, on ouvre le couvercle et elles vont sortir naturellement. Les mouches à terreau, elles sont plus coriaces et on peut faire la même chose, mais de nouveau c'est plus compliqué. Éventuellement, vraiment quand on a une invasion, on peut alors amener ce qu'on appelle des nématodes et en fait ça c'est un parasite de cette mouche-là, donc c'est une petite poudre et nous on voit pas, c'est des micro-organismes qui vont s'attaquer uniquement, si je me trompe pas, aux larves de cette mouche-là. Ça ne nuit pas au reste du compost, mais malgré tout c'est quelque chose qu'on doit acheter et intégrer dans son compost, donc c'est dommage. Ça me permet de revenir un petit peu en arrière et dire: «OK, si on a des mouches, c'est qu'il y a forcément une cause» et ces causes, en général, c'est presque tout le temps la même chose. En fait, les mouches sont attirées par 2 choses, c'est l'acidité et l'humidité. Ah voilà, mais ça nous ramène à la question, une des questions qu'on va devoir aborder dans le podcast, c'est l'équilibre et comment on garde cet équilibre. Donc il reste 2 points encore à éclaircir, hein, c'est quels aliments à mettre et ne pas mettre et quel équilibre et comment? Ça, c'est les 2 questions sur lesquelles on va essayer de s'attarder maintenant. Les mouches sont attirées par tout ce qui est acide, mais ce qui est acide, c'est sucré et donc tous les fruits qui sont riches en sucre, par exemple des agrumes et cetera, vont attirer très fort les mouches parce qu'ils dégagent une odeur qui les attire très fortement et si en plus il y a de l'humidité, pour elles, c'est vraiment top pour se reproduire. Du coup, quand les mouches sont attirées par le compost, en général, c'est qu'il y a une odeur qui se dégage, même si nous on l'aperçoit pas encore, les mouches peuvent le percevoir et c'est que le milieu, comme je l'ai dit, est trop acide ou trop humide. Si le milieu est trop humide, mais ça vous pouvez le voir à l'œil nu, déjà vous allez voir qu'il y a beaucoup de jus à récupérer, c'est simplement qu'on n'a pas mis assez de matière sèche, donc on n'a pas mis assez de carton ou de papier, et donc on va entre guillemets assécher un peu, c'est-à-dire pendant un certain temps on va apporter plus de carton, de matière sèche, et réduire un petit peu les déchets pendant une semaine ou deux pour que l'équilibre se refasse. Donc ça c'est facile entre guillemets de compenser l'humidité, c'est simplement ajouter plus de matière sèche et forcément ça sèche. L'autre, aspect donc à surveiller par rapport à l'acidité, beh, il y a certains déchets, certains fruits, forcément par exemple les agrumes qui sont très acides. On va essayer de garder un équilibre et pas mettre, 5 oranges entières dans son vermicompost parce que ça prend beaucoup de place et du coup tout sera beaucoup plus acide. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour compenser l'acidité? On l'avait déjà abordé au jardin, c'est par exemple y mettre des coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs vont baisser l'acidité, Avec le calcaire. mais comme on le disait, on va pas les mettre entières telles quelles jusqu'à casser en 2. Il faut les broyer d'abord pour qu'elles soient vraiment sous forme quasi de poudre et alors on va saupoudrer au-dessus des déchets ou du compost pour faire descendre l'acidité et donc on broie par exemple avec un ancien moulin à café. Moi, c'est ce que je fais, un moulin manuel comme ça, je broie mes coquilles d'œufs et en fait, je mets un peu d'œuf à chaque apport. Donc chaque fois que je mets des déchets, je mets d'abord mes déchets dans ma vermicompostière, je saupoudre un peu de poudre, de coquilles d'œufs au-dessus et puis je mets ma couche de matière sèche, donc de carton et en fait, quand on fait ça, le fait de mettre le carton dessus, ça permet déjà de faire une couche de protection, en fait, pour les mouches. Ça va déjà absorber un petit peu les odeurs et surtout le déchet ne sera pas exposé à l'air libre. Les mouches ne le sentiront pas autant. Ça, c'est important. Donc pour réduire l'humidité, il faut vraiment apporter plus de matière sèche. Pour réduire l'acidité, les coquilles d'œufs broyées, ça c'est une très bonne solution. Et en général, la question la plus fréquente, c'est ça, c'est les mouchettes. Réduisez les deux tant qu'à faire, l'humidité et l'acidité. Alors si par contre on est une situation inverse, il y a pas assez d'humidité, c'est possible? Oui, c'est possible, mais en général, ça n'arrive pas puisque Il y ou a alors c'est qu'on suffisamment a d'humidité dans les oui, aliments, c'est quoi. ça. Ou alors Mmh. c'est qu'on a vraiment mis trop de matière, carbone. Maintenant, il y a 2 écoles aussi. Moi, personnellement, je trouve ça pratique et bien de, récolter du jus et de pouvoir m'en servir comme engrais. Mais il y a 2 écoles. Il y a aussi, notamment en France, ils sont plutôt de l'école de dire: «Non, normalement, le compost ne devrait pas générer de jus et donc il faut mettre beaucoup plus de carton. Il faut mettre plus que 50 de carton. Il y a beaucoup moins de jus et le compost est plus riche en matière sèche et il y a pas de jus». L'idée derrière cet autre fonctionnement, c'est de dire: on garde un compost plus riche puisqu'il garde la matière qui est dans le jus qu'on pourrait récolter, ça reste dans le compost. Donc le compost en lui-même est plus riche et on peut le réutiliser tel quel. Mais voilà, c'est une question de préférence. Est-ce qu'on préfère que le compost soit plus riche ou est-ce qu'on préfère récolter le jus dont on se sert en engrais? Ça, c'est vraiment une question de préférence. Qu'est-ce que ça a comme impact? Quels aliments est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, est-ce que cette fois, dans mon vermicompost, je serais tenté de dire que là, ce serait pas un problème de mettre un petit morceau de viande? Ou est-ce que c'est une erreur quand même? Eh ben non, tu peux pas.
Non. Enfin, tu peux, mais il sera pas digéré par les vers, donc autant à Voilà. l'extérieur, au Et là, je jardin. vais avoir les insectes nuisibles par Ben contre. oui, Les où tu asticots vas et retrouver la viande telle quelle. Oui, si ah oui, par contre, s'il y a des asticots, eux, ils dévorent la viande, à une vitesse impressionnante, donc ça, c'est sûr. Les vers à compost ne vont pas du tout manger la viande, donc là où, si tu mets un petit peu de viande dans ton compost au jardin, c'est pas très grave parce qu'il y aura d'autres insectes justement qui vont venir la manger. Dans ton vermicompost, normalement, c'est pas le cas et du coup, tu vas soit justement retrouver le déchet tel quel, il sera pas composté, soit en effet, tu vas attirer, d'autres insectes. Donc non, vraiment en vermicompost, la viande, ça, c'est complètement à prescrire. Je suis très pragmatique pour beaucoup de choses, mais la viande en vermicompost, ça vraiment, tu l'évites, quoi. alors on va du coup, créer une nouvelle forme de compost, hein, Didier. On va inventer le bac à que viande que Oui, tu mets dehors où tu laisses les mouches aller oui, travailler, les eh bah, écoute, asticots. ça existe. Ça existe et ça Tu m'as c'est piégé. je l'avais évoqué dans le compost précédent et il y a C'est une juste, c'est une juste. technique mais qui est maintenant en cours de recherche à l'ULB, mais je vais pas m'étendre dessus, mais c'est grâce aux mouches soldats noires et en fait, en effet, c'est un compost qui est enfin, c'est les larves et non plus des vers, donc c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais les vers, c'est l'animal entre guillemets «en tant que tel». Il n'évolue plus une fois que c'est un ver, contrairement à l'asticot. L'asticot, c'est une larve qui va se transformer, par exemple, en mouche, donc le ver est tel quel. Donc Là, ça on existe. oui, ça Waouh! existe et donc là, ce sont vraiment les larves, donc les asticots qui mangent et du coup, ils mangent mais vraiment tout. Tu peux leur donner tous tes restes de repas, mais bon, on fera éventuellement un épisode dédié sur le sujet. Allez Hem, hop, on donc rajoute un c'est épisode. génial c'est génial parce qu'ils recyclent vraiment tout ce que nous, on mange, mais l'inconvénient, c'est qu'ils se transforment en mouches et donc il faut essayer de les contenir dans un endroit et Faire donc un choix, c'est un quoi. peu plus compliqué que le vermicompost. C'est encore plus technique. Vous aurez compris, chers auditeurs, que Didier a pris un abonnement chez C'est ça, Midoricast. il y a encore 250 épisodes qui suivent, hein. Et ce sera pas pour nous en plaindre. Alors on va revenir, Oui, à quelque chose de plus répondons finalement à plus cette sérieux, question. oui, Qu'est-ce qu'on peut voilà. mettre et qu'est-ce qu'on peut pas mettre? En règle générale, on peut mettre tout ce qui est fruits et légumes. Si c'est cuit à l'eau, c'est bien, mais pas cuisiné dans de l'huile et cetera, dans des sauces. Tout ce qui est huileux, ça, c'est vraiment à proscrire du Donc pas compost et les pâtes surtout non plus? non, voilà, tout ce qui est transformé de manière générale, donc pas de pain, pas de pâtes, pas de sauce, pas d'huile, mais tous les fruits et légumes qui sont soit crus parce que c'est des épluchures, soit cuisinés, mais par exemple à la vapeur ou à l'eau, ça, il y a aucun souci. Ceci dit, il y a quand même des fruits et des légumes à éviter et notamment tout ce qui est la famille des oignons. Il Pour faut savoir que l'acidité. voilà, no pour l'acidité, oui, mais surtout parce que tout ce qui est famille des oignons, c'est vermicide. Ça va faire fuir ou ça va tuer les vers. Tout ce qui est oignons, ail, poireaux et cetera, là, il faut vraiment éviter. De nouveau, soyons pragmatiques. Si tu épluches un oignon et tu vois, tu as la couche brune qui est déjà un peu sèche, elle est pas trop riche, enfin, elle est pas très épaisse en plus, donc voilà, tu peux la mettre moi, c'est ce que je fais, hein, si c'est juste l'épluchure de l'oignon, je le mets, mais par contre, s'il me reste un demi-oignon, je le mets pas Tu vas dedans pas le parce que mettre ça, pour pas ça tuer les vers, ça, c'est quoi. trop. Donc ça, on va le recycler ailleurs, au jardin, en compost de quartier ou dans le sac orange, peu importe. C'est pas la question ici, mais il faut vraiment essayer d'éviter tout ce qui est famille des oignons, ail, poireaux. Pour l'acidité, on va essayer de ne pas mettre justement trop d'agrumes, par exemple, qui pourraient créer un déséquilibre et justement, du coup, attirer les mouchettes. Tu sais que de plus en plus, on parle de récupérer certaines choses inattendues dans les cuisines, comme le marc de café, sur lesquels on peut faire de la culture de champignons et des choses comme ça. Est-ce que je peux cumuler parfois une approche comme celle-là? Est-ce que je peux me dire demain, bah tiens, j'ai mon marc de café, je le mets dans mon compost ou dans Oui. mon vermicompost? Absolument et ça, c'est vraiment top. Ça stimule les vers, donc ils sont assez friands de Ah café ah! aussi. Ça les stimule un petit peu, ça, c'est top, mais il faut faire attention parce que En mettre de trop. on ne le goûte pas nous-mêmes, mais le café et donc le marc de café est très acide. Donc si tu mets du marc de café, aucun souci, mais il faut absolument compenser avec des coquilles d'œufs broyées. De nouveau, alors tu mets ton marc de café et puis tu saupoudres de coquilles d'œufs et alors normalement ça devrait être OK parce que sinon de nouveau ton compost est trop acide et du coup attire les mouches. Donc le marc de café top, mais il faut compenser avec des coquilles d'œufs. Et d'ailleurs, pour le marc de café, vous pouvez aussi mettre, le filtre avec si c'est un filtre en papier, puisque voilà, c'est de la matière sèche, c'est de la matière brune, donc le papier, il va avec et c'est très bien. Ou genre si vous utilisez des petites pads, dans une cafetière, vous pouvez les mettre telles quelles, sans souci. Par contre, il y en a qui existent aussi qui sont en plastique, en fait, en nylon par exemple, mais ça, Ça, il faut pas le forcément, ça mettre. serait du plastique, donc en fait, vous allez les retrouver tels quels. Mais c'est important, par exemple, pour les buveurs de thé. Déjà maintenant, il y a des articles qui sont parus il y a quelques semaines où il y a des recherches qui ont été faites, où, les sachets qui sont en nylon, en plastique, de thé, forcément, quand tu les mets dans l'eau bouillante, beh, il y a plein de microplastiques qui se dégagent, donc il faut absolument éviter. Il faut vraiment privilégier les filtres, en papier et du coup, les filtres en papier de thé aussi, les petits sachets de thé. Même la petite ficelle qui est en coton, c'est végétal, donc sans souci, vous pouvez la mettre telle quelle, dans le vermicompost. Ah voilà, ça c'est intéressant à savoir aussi pour ceux qui boivent du thé, effectivement. Est-ce qu'on peut mettre, des liquides? Il me reste un fond de jus d'orange, bam, je le fous. Bon, on a dit c'est acide, mais Oui. si à partir du moment où j'équilibre et que je garde mon équilibre base acide, est-ce que je peux imaginer mettre, un fond de tasse de café, un fond de verre de lait, Le lait déjà pas parce qu'il est pas végétal, donc c'est un produit laitier. Le jus d'orange et cetera, la fin de café, si c'est deux trois gouttes, OK, mais si tu dois virer, la si tu dois moitié de ta vider, tasse, la c'est moitié pas de ton verre, non, intelligent? parce que ça va faire trop de jus et du coup tu vas le récupérer en dessous, donc c'est un peu contre-productif. Tu le verses au-dessus et tu le récupères en dessous, donc et du coup tu dois compenser trop.
C'est le jus qui est le plus riche en fait en acidité et en sucre, donc non, c'est pas constructif on va dire. Il y a des erreurs classiques de choses qu'on voit que chaque fois il faut reprendre les gens: «Non, tu ne peux pas faire ça». Non, en général, ils retiennent assez bien et s'ils retiennent pas et qu'ils ont une un «invasion» entre guillemets de mouches, ils retiennent très bien pour la fois suivante et à ce moment-là, ils se souviennent: «Ah Ouais. oui zut l'acidité, ah oui je mets trop de marc de café, je compense pas» ou ce genre de choses. Donc finalement, on sait apprendre soi-même assez rapidement, par cette Ah ça approche c'est clair, ça c'est clair. et on n'a jamais un vermicompost à jeter qui est foutu, qu'il faut tout recommencer. Il y a toujours moyen de corriger. Personnellement, ça m'est arrivé une fois, mais j'étais parti en vacances et d'ailleurs c'est bien que je fasse, la transition. J'étais parti en vacances et j'avais pas ajouté de déchets la semaine d'avant, ni la semaine suivante et donc un mois, c'est vraiment trop long. Comme je disais, le ver à compost s'appelle Eisenia foetida. Quand il meurt, il dégage une Ça odeur schlingue, épouvantable et comme on donc quand dit. je suis revenu après un mois sans m'en être occupé, j'ai soulevé le couvercle, j'ai fait: «Ouh! Il est temps de faire quelque chose» et donc là, c'était un peu compliqué. Bon là, en l'occurrence, on va retrouver une espèce de mélasse. Il faut évacuer la partie Il faut qui est un peu, recommencer, quoi. ouais, Ouais. faut pas forcément recommencer à zéro. On peut récupérer la partie qui est saine et les vers qui ont «survécu» entre guillemets, mais il y a une partie qu'il faut évacuer, probablement quand on laisse si longtemps. Donc on peut partir en vacances, par exemple 2 semaines sans souci, mais au-delà de 2 semaines, c'est un peu trop et donc éventuellement, on peut demander à quelqu'un de venir, au milieu des vacances, ajouter quelques déchets, et sans oublier la matière brune aussi. Ou alors éventuellement transporter la vermie puisque ça se porte sans problème et la porter chez quelqu'un et en même temps, c'est l'occasion de D'initier quelqu'un voilà d'autre. exactement et donc ça, c'est très chouette, ouais. Ça, j'aime bien. Didier, tu as parlé tantôt des œufs, donc de la reproduction. Tu peux peut-être compléter un peu cette partie, je pense? C'est ça, donc on disait que quand en vermicompost, on a 3 bacs et en général, les vers sont la plupart du temps dans le bac, du milieu. C'est là qu'ils mangent, c'est là qu'ils se reproduisent, mais par contre, quand ils veulent pondre, en général, ils pondent dans le compost et donc ils pondent dans le bac qui est inférieur, mais évidemment pas que, hein, ils pondent aussi dans le bac, du milieu. En fait, ils pondent des petits sacs qui sont en fait quelques centaines d'œufs. À l'intérieur, c'est déjà en soi tout un petit écosystème et ils vont pas tous «naître» entre guillemets. C'est seulement les plus forts, ils vont un peu se manger, un peu de cannibale, dans leur, sac d'œufs et ensuite ils vont naître et ils sont tout petits. Mais malgré tout, vous pouvez les voir. Donc en général, quand votre compost est en activité et que le milieu est sain, qu'ils se reproduisent, vous allez voir des vers qui sont vraiment de toutes les tailles, quoi. Il y en a qui font, 10 centimètres de long, mais il y en a qui font, 1 centimètre et qui sont tout petits. Il faut faire attention parce qu'il y a un autre, «indésirable» entre guillemets que j'ai pas encore signalé. J'ai parlé des mouches, mais il y a aussi un autre ver qui s'appelle, l'enquitré. Un peu, pour les amateurs de Scrabble ou de dictée, ce serait top. Il y a des H, il y a des Y, il y a des accents dans tous les sens et ça, ce sont des vers qui sont aussi, comme les mouches, amateurs d'acidité et d'humidité et souvent, on peut les confondre avec justement, entre guillemets, «des bébés vers». Donc parfois, on voit, sur des groupes Facebook et cetera, les gens qui disent: «Ah trop cool, j'ai des vers» et puis ils postent la photo, on voit la photo, on dit: «Ah, en fait non». Ce sont des vers, ils sont pas parasites ou quoi, mais ils sont symptômes d'un déséquilibre et du coup, de nouveau, il faut assécher et ou compenser un peu l'acidité. Ce sont des vers qui sont assez longs, mais très, très fins et qui sont blancs et souvent ils sont un peu englués les uns des autres, alors que les bébés vers en tant que tels, ils se baladent, Ils entre guillemets «de s'agglutinent façon pas. autonome» et ils s'agglutinent pas. Est-ce qu'ils sont dangereux pour l'autre ver qui Non, ils lui sont pas dangereux, mais ils sont le symptôme d'un déséquilibre qui lui-même pourra être, «nuisible» entre guillemets aux vers ou à leur, reproduction ou à leur vie en tout cas, ouais. d'accord, nous voilà prévenus. Yes. Alors, on va donc tout doucement glisser vers la clôture de ce podcast avec l'étape la plus importante, qui est celle de récolter son compost. Voilà et donc comme on le Parce que là, disait on est dans des bacs superposés, donc c'est un peu et en plus, il y a des œufs maintenant dans le bac du c'est bas. ça. Donc c'est pratique puisque le compost, qui est mature, qui est prêt à être récolté, donc se trouve dans le bac qui est tout en bas comme on l'a dit. À l'œil nu, vous pouvez l'examiner, vous pouvez aller un petit peu avec vos doigts dedans. Le signe que le compost est mature, c'est qu'il n'y a plus aucun déchet qui est identifiable. Donc il n'y a Voilà. plus rien, il n'y a plus une épluchure qui est identifiable et en plus la matière sera vraiment très noire, aussi encore très humide, mais ça c'est pas grave et on reconnaît plus rien et surtout, il y a presque plus de verre dedans. Pourquoi les vers ne sont plus dedans? Parce que simplement ils ont mangé tout ce qu'ils avaient à manger et du coup ils vont monter dans le bac supérieur pour aller vers les déchets qui sont frais. Donc si vous voyez qu'il y a encore que le compost est assez noir, mais qu'il y a encore malgré tout plein de vers dedans, c'est qu'il faut encore leur laisser un petit peu de temps, vous laissez passer une semaine ou 2 et vous revenez voir. Quand vous en voyez presque plus, c'est qu'il est temps de récolter. Du coup, on va sortir le bac qui est tout en dessous, on le met sur le côté, on va commencer à récolter. Récolter, ça veut dire déjà, si on voit des vers, ben, on va les extraire et on va les remettre dans le bac. On peut le mettre tout en haut, sur les déchets frais, c'est pas grave, ils vont descendre eux-mêmes. Ils craignent la lumière, donc ils vont descendre, s'enfuir vers le bas. Et donc, on a ce bac qui est plein de compost prêt à être récolté. Mais s'il y a encore des vers, en fait, la technique, c'est de récolter par couche. Et donc, puisqu'ils craignent la lumière, ils vont toujours s'enfuir dans le compost. En général, le bac, quand il est plein, la couche fait à peu près 10-15 centimètres de haut. On va récolter la première couche en superficie dans laquelle il n'y a pas de vers puisqu'ils sont plus bas forcément. Et on va racler, on va récolter un petit peu comme ça, à la main, avec une cuillère ou une petite pelle. Et on va retirer la première couche qui va faire, je sais pas, 3-4 centimètres par exemple, et la mettre dans un bac qu'on va garder, qu'on va stocker dans une petite boîte. Là, on voit qu'il y a quand même quelques vers en surface puisqu'on a retiré la couche.
On va attendre un petit peu en laissant sous une ampoule ou avec la lumière naturelle. Ils vont descendre et comme ça, successivement, on va récolter par la couche supérieure et en fait, ce que le plus pratique, c'est même de mettre le bac de compost qui est mature tout au-dessus des autres. Donc on le met au bac du haut et comme ça, les vers descendent tout seuls, en fait, vers le Naturellement vers bac, le bac du bas, voilà, sans faire exactement et d'effort. donc on récolte vraiment par couche et là, si on est attentif, on retrouve parfois des petits sacs, d'œufs qu'on peut alors simplement reprendre et les C'est pas remettre dans le intelligent compost. alors dans ce cas-là, si puisqu'on superpose de laisser quoi, genre, 2 ou 3 millimètres de ce fameux terreau finalisé dans le premier bac en le remettant dessus, puis laisser comme ça? Et que ça va de toute façon descendre? Oui, tu peux le faire éventuellement. Tu sûr de garder, de récupérer certains œufs, Oui, déjà voilà. naturellement? Éventuellement, tu peux le faire et surtout parce qu'il y a certains vers qui sont plus lents que d'autres ou quoi, qui tu pas envie d'attendre une demi-heure qu'ils descendent tous, bon, tu les mets à la main ou alors tu peux, oui, laisser. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait le compost le plus décomposé doit toujours être en dessous puisque c'est comme ça qu'il est, «dans la nature» entre guillemets et donc il faut que les vers puissent descendre pour aller pondre. Donc on va jamais laisser le bac de compost mature au-dessus tel quel sans le récolter si tu veux, parce que On est sinon on d'accord. perturbe un peu l'équilibre. Une fois qu'on a récolté ce compost, on peut le stocker tel quel, mais attention pas dans une boîte hermétique puisque c'est de nouveau, il y a encore plein de micro-organismes, et cetera, donc ils vivent entre autres grâce à l'air et grâce à tout ce qu'ils trouvent dans le compost. On va la stocker dans une boîte, mais donc pas fermée hermétiquement et on peut l'utiliser directement. Donc soit Pour ses pots de fleurs, pour son on peut en jardin. mettre un petit peu en surface comme ça, en surface des pots de fleurs, ça va enrichir. Quand on va arroser, tout va descendre naturellement. Ou alors on peut aussi prendre de la terre du jardin qui n'est pas encore enrichie et y ajouter notre compost. En général, on prend 2 tiers de terre et un tiers de compost, on mélange, on met dans un pot et là, le pot est prêt à planter, quoi. Ou alors on peut simplement, dans le potager, en ajouter et mélanger avec une pelle, à même le sol, sans aucun souci. En général, on met toujours, voilà, 1 tiers de compost et 2 tiers de terre. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Tout à fait, on a dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions, contactez-nous. Voilà, c'est ça, ou alors aller suivre une formation, ponctuelle sur le vermicompost, mais surtout essayer quoi et c'est ça qui est cool. Comme on le disait, une fois que vous êtes expert en vermicompost, vous pouvez en construire vous-même parce que vous avez compris, OK, la taille des bacs ont une importance, le fait que ça soit plus ou moins hermétique ou pas, comment on récolte le jus, tout ça, on le découvre par soi-même et du coup après on peut l'expliquer à quelqu'un d'autre, éventuellement offrir ou, donner en seconde main la vermicompostière qu'on avait achetée et qui est entre guillemets «prête à l'emploi» pour les débutants quoi. Mais donc on va vraiment apprendre par soi-même et je le répète, c'est un truc qui est super ludique et les enfants adorent ça. J'ai déjà été présenter ma vermicompostière plusieurs fois dans des salles de classe et les gosses sont dingues, quoi. Ouais, ils sont fous, c'est Quand ils se joyeux, rendent c'est compte plein qu'ils de peuvent joie, aller c'est la mettre, vie, c'est la ouais nature, quoi, et ouais. quand ils se rendent compte qu'ils peuvent aller mettre leurs, déchets, de légumes, enfin de fruits, «On va de la donner à manger aux récré. vers, viens!» Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça devient presque des animaux de compagnie. Ils sont contents d'aller les voir tous les jours et tout et ils apprennent, quoi et c'est Je c'est trouve comme qu'on ça devrait qu'on faire donne le ça dans goût, dans l'enseignement. Dans chaque classe, il devrait y ah avoir oui, un oui, clairement, vermicompost parce qu'il y a tout à toujours fait. les petits déchets, des goûters des enfants et je pense que c'est non seulement didactique, mais très intelligent d'amener un peu de nature dans les Absolument. classes. Donc on lance un appel aux profs. Didier, moi j'aimerais lancer là un appel à nos auditeurs parce que ça fait plusieurs fois que tu nous viens, comme ça, nous consacrer ton temps gratuitement, partager, te donner complètement dans cette démarche de partage et de positivisme vers quelque chose de très chouette pour l'environnement. Alors, les auditeurs qui le souhaitent, s'il vous plaît, faites un petit merci à Didier Comment de partager ce podcast. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en, envoyez-lui un petit message ou un petit commentaire pour dire un bête merci, ça suffit, hein, mais je trouve que ce serait déjà bien sympa. Remercier Michel aussi d'organiser tout ça parce qu'au final, qui le remercie lui alors qu'il enregistre Ouais, ça tellement de va. Moi, podcasts? je Mais c'est m'amuse, vrai. c'est ma passion. Bah, écoutez, si vous voulez soutenir le projet, voilà, je l'ai déjà dit, hein, il y a ce partage des réseaux sociaux, ces commentaires qui sont la plus belle des gratitudes. Et si vous voulez aller plus loin, bah, il est bien entendu possible de faire des donations. Les donations, ça va se réinvestir dans le projet de toute façon. Donc voilà, mille merci. Et puis, si vous aussi vous faites des choses pour l'environnement, venez en parler à mon micro, je serai heureux de vous recevoir. Merci Michel. À Bye bientôt, bye. ciao, ciao.